Bonjour, je suis Marie Drucker. Vous écoutez Au bout de l'enquête, le podcast. On le prenait pour un tranquille producteur de fromage de chèvre de l'arrière-pays cannois. Il s'agissait en fait d'un redoutable assassin, et c'est presque par hasard que les policiers ont découvert l'incroyable parcours criminel de Michel Lambin. Les mobiles de ce séducteur aux multiples vies, l'argent et la jalousie. Cette enquête, qui a nécessité des moyens extraordinaires, démarre en plein été 2004, quand la compagne de Michel Lambin donne rendez-vous aux gendarmes dans une petite église de la Côte d'Azur. Elle a des secrets à leur révéler. Vous écoutez l'affaire Michel Lambin, première partie. Lieu de rendez-vous avec la police judiciaire de Nice, une église à Mougins. Christophe Perrin, journaliste Nice Matin. Nicole Rossi a des révélations à faire. Comme une forme de confession et aussi parce que c'est un endroit évidemment où elle se sent en sécurité, parce qu'elle craint pour sa vie. On se retrouve pratiquement dans un film. On croit qu'à tout moment peut apparaître Lino Ventura, Michel Constantin, Mireille d'Arc. Bernard Mascarelli, commandant PJ de Nice. On va se mettre dans l'église en n'étant pas côte à côte. Et là, elle commence un récit hallucinant où elle explique que son compagnon, Michel Lambin, avec qui elle vit depuis quand même des dizaines d'années, a commis toute une série de meurtres qui sont parfois assez anciens, puisque la plupart datent des années 80. On a un petit peu de mal à suivre, mais il y a tout un tas de déclarations assez sordides sur des homicides. Une cocotte minute dans un appartement parisien dans lequel on aurait fait cuire une tête. Il y a des individus tués, laissés dans la rue, ou d'autres dont il se serait occupé des corps pour les faire disparaître. Elle dit, de toute façon, il tuait comme vous brossez les dents, quoi. C'est assez naturel, il a aucun affect, aucun remords. Donc elle décrit quand même un criminel hors norme. Et on va écouter ses confessions qui feront certainement frémir les statues qui sont autour, mais qui nous paraissent quand même un petit peu démesurées dans un premier temps. Je suis affecté à l'Office central pour la répression des violences aux personnes. À l'époque, on cherche à travailler sur des phénomènes sériels ou une sérialité qu'on pourrait imputer à un ou plusieurs auteurs. On reçoit du procureur adjoint de Grasse un procès-verbal d'une audition de Nicole Rossi. Elle va nous faire toute une liste de faits d'homicides des années 80 qui pourraient être imputés à Michel Lambin. Pascal Coupriot, enquêteur OCRVP. On est très surpris en fait parce qu'on est quand même sur des faits très sordides. En fait, on est tout un groupe dédié à cette enquête. On n'a pas affaire à un seul cold case, mais une série de cold cases. Tout commence en 1983. Dans son audition, Nicole Rossi dit que Michel Lambin a tué Marcel le 17 juillet 1983. Audition de Nicole Rossi, police judiciaire de Nice. Lambin m'a dit que Marcel l'avait supplié de ne pas le tuer parce qu'il avait des enfants. Pour ne pas qu'il se sauve, il lui avait mis une balle dans le genou. Je n'ai rien dit, mais j'étais terrorisée. La mission au départ, c'est surtout de l'identifier, parce que là, on a juste un prénom. On va retrouver son frère quand même, qui va nous donner pas mal d'éléments. Il va nous dire en fait qu'il utilisait une fausse identité. Et en fait, il s'appelle Kamel Gendouz. On apprend qu'il travaille dans un café. Marcel a été arrêté pour une affaire de vol de cigarettes. On a retrouvé des coupures de presse. C'était pas un gros voyou, mais il s'intéressait au milieu en fait. C'est ce qui fait qu'il a dû se rapprocher de Michel Lambin. Nous sommes allés des Castors, à Bobigny. C'est là que le 17 juillet 1983, Marcel est récupéré par Michel Lambin et Nicole Rossi à la suite d'un repas de famille. Ensuite, ils sont partis en voiture. Marcel ne reviendra jamais. La compagne de Marcel va faire une déposition au commissariat de Bobigny, à côté, et elle a déposé une petite annonce sur Le Parisien. Mais elle ne retrouvera jamais Marcel. Ils repartent ensemble avec Marcel dans la campagne, direction Meaux.
Là, ils vont s'arrêter à ce qui ressemble à un corps de ferme. Là, Michel Lambin descend avec Marcel. Il s'éloigne. Nicole Rossi entend des coups de feu. Christophe Raffin, avocat général à Aix-en-Provence. Elle le voit revenir avec les vêtements de Marcel. Et il va lui dire qu'il l'a tué. Nicole Rossi pense que Marcel avait balancé Michel dans une affaire. Le meurtre de Marcel serait une vengeance. Ils reviendront après sur les lieux avec 2 autres personnes, dont le dénommé Alain. On va retrouver justement les témoignages en identifiant notamment Alain. Ils sont connus donc en prison et ils ont continué à se fréquenter après, et notamment sur le 15e arrondissement où Alain a son appartement. Et on va aller plus particulièrement chez lui. On va pouvoir placer Alain en garde à vue et lui mettre un petit peu plus de pression. Voyant qu'on a plein d'éléments contre lui, va quand même avouer sa participation. Il savait qu'un jour il serait inquiété pour tout ce qu'il a fait avec Lambin. Avec tous les éléments qu'on a recueillis, tous les témoignages, on est persuadé maintenant que Michel Lambin a tué Marcel. Au départ, on va s'intéresser à Michel Lambin, on va s'intéresser à son parcours scolaire, à son parcours professionnel, son parcours familial, sa vie. Michel Lambin est issu d'une famille nombreuse. Monsieur et Madame Lambin ont eu 8 enfants. Roger Néron, enquêteur de personnalité. Monsieur Lambin travaillait aux messageries parisiennes. Madame Lambin était femme de ménage, donc c'était un milieu modeste. Michel Lambin a eu le CAP de boucher-charcutier. Ensuite, il a été serrurier. Il va rencontrer sa femme assez jeune. Ils vont se marier. Ils auront plusieurs enfants ensemble, des filles. Isabelle Gortina, avocate de Michel Lambin. Ils vont acheter une maison à Palaiseau et toute la famille va vivre là. Il a une réputation de coureur, Michel Lambin. C'est un homme qui plaît aux femmes et toujours dans le charme. Selon l'expression consacrée, il était défavorablement connu des services de police, ce qui l'a entraîné à faire quelques séjours en prison. C'était des affaires de vol, d'escroquerie, de bagarres, de violence, 1 ou 2 affaires de port d'armes et un vol à main armée commis dans l'entreprise où il travaillait, qui lui a valu une peine de 7 ans de réclusion criminelle. Quand il sort de prison, c'est en 81, son épouse en a eu marre de voir les policiers débarquer chez elle à 6 h du matin, plus on va ajouter les infidélités, elle n'en pouvait plus, donc elle a dit « c'est terminé entre nous, il faut partir ». Il descend sur la Côte d'Azur et il fait la connaissance de Nicole Rossi. Nicole Rossi, c'est une femme très particulière parce qu'on sent qu'elle a fréquenté le milieu, notamment les délinquants, parce qu'elle parle un petit peu avec cette gouaille qu'on retrouve dans les dialogues de Michel Audiard. Elle a été décrite comme quelqu'un qui se présentait, qui avait dans son sac à main toujours une arme de poing. C'est une femme qui n'a peur de rien ni de personne. C'est un personnage haut en couleur. Très vite, elle va voir des choses, elle va être témoin de choses qui sont totalement terribles. Patrick Arapian, ancien avocat de Michel Lambin. Et elle dit... J'ai vécu avec une personne qui s'est transformée en monstre. Audition de Nicole Rossi, police judiciaire de Nice. Lambin est venu me voir et m'a dit que le gros avait eu son compte, que ça avait fait la une des journaux. Il y avait eu 2 morts, vu que le copain du gros avait également été tué. Lambin m'avait dit que ça faisait 2 enculés de moins sur la terre. Dans son audition, Nicole Rossi nous dénonce aussi 2 autres faits, les meurtres de Lepage et de Villet, en octobre 1983. Ce sont 2 anciens codétenus et Michel Lambin décide de les abattre parce qu'il a gagné au poker et il supporte pas que ses codétenus ne lui remboursent pas ses gains. On a un petit peu plus d'éléments sur la manière d'opérer de Michel Lambin avec le témoignage de Nicole Rossi. Lepage, on sait qu'il est garagiste à Champigny-sur-Marne. Michel Lambin a utilisé une moto avec un complice pour se rendre au garage et va l'abattre de sang-froid avec une arme qu'il avait dissimulée dans une sacoche. Le 29 octobre 1983 a eu lieu un autre homicide qu'on peut imputer à Michel Lambin. Villet est en train de changer une roue de son véhicule stationné à Crosne, dans l'Essonne. Et à ce moment-là, surgit une moto avec 2 personnes. Le passager va abattre Villet.
Par rapport à Lepage, on se retrouve avec un mode opératoire plus ou moins similaire. 2 hommes à moto dont le passager va abattre la personne concernée. Ce qui ressort, c'est qu'on aurait pu faire un rapprochement. Mais à l'époque, les fichiers de recherche, les croisements ne sont pas aussi systématiques que maintenant. Dans les années 80, un voyou qui disparaissait, je ne pense pas que c'était une priorité pour les services d'enquête. En octobre 2009, on va identifier le pilote de la moto, un dénommé Roberto, qui fréquentait notamment le milieu du 15e. On va l'entendre dans le cadre d'une garde à vue et ne va rien révéler du tout. Par contre, quand on va le reconduire à la maison d'arrêt d'où on l'a extrait, dans le véhicule, il va nous avouer qu'il était bien présent avec Michel Lambin. Quand il le ramène, cet homme aurait déclaré qu'il aurait été le chauffeur de Michel Lambin. C'est complètement incroyable d'avoir un procès-verbal d'un policier se permettre de dire que hors PV, on lui a fait une déclaration et on essaie encore de charger Michel Lambin. Et cet acte de procédure est complètement dingue. Alors, ce qui ressort de l'ensemble des procédures que l'on a, c'est que Michel Lambin peut être impliqué dans les 3 dossiers pour des homicides en 1983. L'enquête permet effectivement de charger un maximum Michel Lambin. Il n'y a pas un seul acte à décharge. Il y a des lacunes colossales dans ces enquêtes. Elles n'ont qu'un but, c'est mettre des crimes sur le dos de Michel Lambin et asseoir le profil d'un monstre, d'un homme dangereux. Il conteste complètement avoir un lien avec les crimes des années 80. Michel Lambin n'a jamais été relié avec ces crimes. Tous ces dossiers de 83-84 sont prescrits. On est 26 ans après ces faits-là, il y a largement prescription. C'est un petit peu décevant parce qu'on sait qu'on n'aura pas de personnes à présenter à la justice. Malheureusement, il n'y aura jamais de procès. Il y a une satisfaction au-delà de la justice. Vous n'avez pas cette espèce de vide sidéral sur la disparition d'un proche. Là, vous avez une réponse. La satisfaction d'avoir la personne condamnée, vous ne l'avez pas, mais vous avez une satisfaction morale. Nicole Rossi, on peut se poser la question de savoir pourquoi est-elle restée si longtemps avec. Est-ce que c'est une forme d'emprise? Est-ce que c'est une forme de fascination? C'est toute l'ambiguïté du personnage de Nicole Rossi. Elle l'admet, qu'elle n'a pas toujours eu un comportement très rationnel par rapport à Michel Lambin. Elle vit avec. Il a une espèce d'aura. Même sans violence, il y a une prise de possession des gens. Il a une domination sur les gens. Et c'est peut-être une sorte de jouissance. Il a une toute-puissance. Et il se dit, de toute façon, ils ne balanceront pas parce que ils ont peur. Audition de Nicole Rossi, police judiciaire de Nice. Lambin a appris qu'il était recherché pour le meurtre de Christian Salmon, dit Electrite. Lambin a tué Electrite à la mitraillette alors qu'il rentrait un soir chez lui dans un pavillon de banlieue. Lambin m'a dit que c'était lui qui avait tué Electrite. Le 6 janvier 1984, à Villiers-sur-Marne, il y a de nouveau un meurtre. Christian Salmon est abattu d'une rafale de pistolet mitrailleur. Sur son lit d'ambulance, il va dire à sa femme et au personnel du SAMU que c'est Michel Lambin qui l'a abattu. Salmon, en train de mourir, va évoquer une voiture similaire à celle, une voiture qu'utilisait Michel Lambin. Michel Lambin va se cacher auprès de Nicole Rossi. Mais il va quand même se rendre à la police. L'affaire paraît assez entendue. Le mobile, c'est la jalousie. Christian Salmon vit avec une ex-petite amie de Michel Lambin. Michel Lambin est mis en garde à vue. Tout désigne Michel Lambin comme étant l'auteur du crime. Michel Lambin, lui, crie son innocence. Il reste 2 ans et demi en détention provisoire et il comparaît devant la cour d'assises. Il avait à l'époque comme avocat Maître Vergès. Et il explique qu'il a un alibi, qu'il était dans un magasin de bricolage. Je crois qu'il va produire au procès un ticket de caisse.
Comment vous pouvez tuer quelqu'un alors qu'à cette même heure, même minute, vous étiez ailleurs? On sait que des fois, des accusés arrivent à se fabriquer un alibi temporel pour dire, vous voyez, matériellement, je ne pouvais pas y être. Michel Lambin ressort complètement blanchi de ce crime. Nicole Rossi et des proches disent que malgré cet acquittement, plus tard, ou avec ses enfants, ou à l'occasion de réunions, ou, enfin, en discutant, il va toujours se comporter comme s'il avait bien été l'auteur de cet homicide. Après son acquittement, Michel Lambin ne fait plus parler de lui. Il part se mettre au vert sur la Côte d'Azur, où il devient berger. Sur la Côte d'Azur, il va donc habiter à Mougins avec Nicole. Et là, elle va lui trouver du travail déjà à la maison de retraite où sa sœur est directrice. Il sera très bien perçu par tout le personnel. Il était vraiment adoré des personnes âgées. Les 2 années de détention provisoire et le coup près de la cour d'assises qui aurait pu le conduire un peu plus longtemps en prison a fait que Michel Lambin s'est arrêté dans ses faits criminels. On a fait quand même des recherches, mais on va rien trouver. Alors, est-ce qu'il s'est pas mis au vert? C'est bien possible. Avec Nicole Rossi, ils vont acheter un terrain sur Cossol, qui est un endroit quand même très isolé, en montagne, qui est assez désertique. C'est très caillouteux, c'est vraiment des terres pour les moutons, les chèvres. Un paysage très sauvage, très beau d'ailleurs. Ils s'installent dans cette ferme où ils sont très tranquilles, très isolés, à l'abri des regards indiscrets. Du jour au lendemain, il change complètement de vie. Michel Lambin a toujours dit qu'il aimait les animaux. Donc élever les chèvres, pour lui, ça correspondait à ce qu'il voulait faire. Michel Lambin va travailler très dur pour créer les bergeries. Il va faire des fromages avec ses chèvres, il va les vendre aux restaurateurs, aux gens de passage. Donc il a réussi à avoir un cheptel d'à peu près 120 chèvres. Et il était capable de vendre près de 800 tonnes de fromage dans l'année, quoi. C'est un homme assez affable, assez à l'aise dans tous les milieux sociaux, complètement inséré. Son médecin avait dit on pourrait le prendre pour un avocat ou un notaire. Enfin, c'est un type, quand il est en costume, il donne le change. Il va y avoir de grosses difficultés avec les chasseurs qui chassent autour de la propriété. Il accuse les chasseurs d'avoir tué certains de ses chevreaux. C'est une affaire qui va défrayer un peu la chronique puisqu'il y aura un reportage qui va être fait par France 3. En 2 ans, 70 bêtes sont mortes par balle. Michel est un ami des bêtes. Il ne peut plus supporter ces actes de barbarie, d'autant que cela représente une perte financière sérieuse. Il y a eu des accrochages avec les chasseurs et ça m'est arrivé quand c'était la période de chasse que les bêtes ils étaient abattus par balle. Ça m'est arrivé que de voir une chèvre qui rentrait percée de part en part par balle. Ils chassent au-dessus de la maison. Il y a les sangliers, les cerfs, les chevreuils qui viennent s'abreuver. Alors bien sûr que les chasseurs, je leur ai pris un territoire de chasse. Entre 1984 et 2004, Michel Lambin ne semble pas avoir fait parler de lui. Il rencontre l'amour et décide de quitter sa compagne actuelle pour commencer une nouvelle histoire. Courant de l'été 2004, il va rencontrer une jeune étudiante et ils vont tomber très très amoureux l'un de l'autre. Michel Lambin il veut quitter Nicole Rossi. C'est à ce moment-là qu'elle va décider de se venger. Cette dénonciation est une vraie vengeance. Ce qu'elle va surtout amener, c'est des éléments sur la disparition de Monsieur Guéret, qui aurait été tué par Michel Lambin. Jean-Yves Guéret, c'est un malfaiteur originaire d'Antibes. Il venait de sortir de prison, il avait purgé une dizaine d'années de prison. Il n'avait plus donné signe de vie, son téléphone ne fonctionnait plus. On peut penser que Guéret a fini ses jours là. À partir de ces éléments-là, on décide d'aller sur place, sur le plateau de Cossol, chez Michel Lambin.
En septembre 2005, la police judiciaire décide de perquisitionner dans la ferme du Bayou, sur le plateau de Cossol. Alors, c'est une sorte d'immense terrain fait de briques et de broc avec des caravanes, des carcasses de voitures, des bâtiments en parpaing assez grossiers. Et là, il tombe sur un véritable arsenal. Des bâtons de dynamite, des carabines, un fusil à lunettes, du 11-43. C'est pas les armes que tous les ruraux ont dans leur remise. C'est vraiment du matériel propre au grand banditisme. Ils se rendent très vite compte qu'ils ont affaire vraiment à un type sérieux. Vous venez d'écouter Au bout de l'enquête. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Au bout de l'enquête est un podcast coproduit par Initial Studio, Enibas Productions et France Télévisions, adapté de l'émission audiovisuelle éponyme produite par Enibas Productions et France Télévisions. Un épisode écrit et réalisé par Jean-Pierre Vergès. Vous pouvez retrouver l'émission Au bout de l'enquête sur France 2 ou en replay sur France TV. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Astrid Verdun, assistées de Marie Agassan et Cypriane Ligère. Montage, Joanna Lalonde. Avec la voix de Julie Drey et Marie Drucker.